Le Niger célèbre aujourd'hui le 56e anniversaire de son accession à l'indépendance, une fête couplée à la traditionnelle plantation d'arbres. Demain 4 août débutera la grève de 48 heures du syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes à Saint-Famed pour exiger la correction de 2 arrêtés portant licenciement de 37 médecins. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le Niger fête le 56e anniversaire de son indépendance ce mercredi 3 août. Comme de tradition, le président de la République, Issoufou Mahamadou, s'est adressé aux Nigériens. Le président a abordé plusieurs points touchant sur la vie de la nation, notamment la question sécuritaire, occasion pour le président Issoufou Mahamadou de rassurer la population de la région de Difa que Boko Haram sera vaincu. On écoute un extrait du président de la République. Je tiens à vous rassurer, population de Difa, que Boko Haram, plaise à Dieu, sera bel et bien vaincu. Pour preuve, dans le cadre de l'offensive lancée par la force multinationale mixte regroupant le Niger, le Tchad, le Nigeria et le Cameroun, les contingents nigériens de l'opération Gamma Aiki ont réussi le 28 juillet dernier à reconquérir la ville nigériane de Damasak. Je voudrais profiter de la présente occasion pour les féliciter et pour saluer leur courage. Je voudrais aussi saluer le plan d'action conjoint Niger-États-Unis d'Amérique pour l'élaboration d'un cadre stratégique à travers l'initiative sur la gouvernance en matière de sécurité qui nous permettra d'acquérir les capacités d'une analyse rigoureuse des menaces actuelles et émergentes. Initiative tout récemment renforcée par le lancement du Centre national d'études stratégiques et de sécurité, un outil de veille et d'anticipation stratégique. Je voudrais saluer également l'excellente coopération sécuritaire qui existe entre le Niger et la France, dont l'opération Barkhane nous a notamment permis de verrouiller les confins nord de notre pays. Je continuerai à tout mettre en œuvre pour renforcer notre armée, afin de lui permettre de pleinement assumer le rôle qu'elle joue aujourd'hui, celui de servir de rempart face au terrorisme dans le Sahel. En dehors de la menace terroriste à laquelle notre pays fait face, notons que le crime organisé ainsi que les trafics en tout genre constituent également une grave menace à la sécurité des personnes et des biens. Je pense notamment au trafic de migrants qui, depuis 2011, a causé la mort de plusieurs centaines de personnes innocentes, dont des femmes et des enfants. Je pense notamment à Amadou, âgé d'à peine 5 ans, mort dans le désert du Ténéré, ou encore à Ismaël, 9 ans, mort dans les bras de sa mère, après avoir tous les deux été abandonnés dans ce même désert par leurs passeurs. Je voudrais réitérer toute ma détermination à combattre ce trafic honteux avec la plus grande fermeté. Les individus à la tête de ces réseaux, les passeurs, ainsi que tous leurs complices, répondront tôt ou tard de leurs actes ignobles devant la justice. Toujours dans le message à la nation du président de la République, l'éducation demeure au cœur des préoccupations. Allégation balayée d'un seul revers, de même par les syndicats en charge de l'éducation. Reportage à Ousmane Sidikou et Halidou Bouraima. Dans son traditionnel message à la nation, le président de la République a abordé bien d'aspects qui régissent le développement du pays. Au hit de ses préoccupations, cette place de choix accordée au secteur de l'éducation. En 5 ans, nous avons réalisé dans l'enseignement primaire, secondaire et professionnel 5 fois plus de classes que pendant toute la décennie 2000-2010. À cela, il faut ajouter la création de 4 nouvelles universités,
Nous avons par ailleurs recruté de nouveaux enseignants pour assurer une éducation de qualité. Des appréciations vues sous un angle carrément différent par les syndicats en charge de la question. Nous avons véritablement l'impression que le président de la République ne vit pas au Niger et n'est pas avec les réalités nigériennes. Sinon, comment peut-on dire qu'au niveau donc, du secteur de l'éducation, que des efforts considérables ont été faits et faire allusion à ce que ça marche dans ce secteur. Le président, dans son discours d'hier, est revenu encore pour parler de l'éducation. Et si vous suivez, c'est le même discours que le même président a tenu le 7 avril 2011. Donc de 2011, en tout cas à 2016, c'est le même discours qu'on est en train de nous offrir. Que l'école est la priorité, que l'école sera gratuite, qu'on a fait des réalisations. Oui, ils ont fait des réalisations parce qu'aujourd'hui, ils ont amené l'école là où l'école ne s'est jamais retrouvée. De l'autosatisfaction béante pour certains, voire même des propos purement démagogiques pour d'autres. Au moment du président Tanja, c'est 7 000 à 8 000 enseignants contractuels qui sont recrutés par an au niveau de ce secteur. Lorsque la 7e République était venue au pouvoir, l'une des grandes déceptions du secteur de l'éducation des enseignants que nous sommes, c'est l'octroi d'une grille salariale à la santé. Aujourd'hui, peut-on nous dire que l'éducation est une priorité ? Pour être clair, c'est un discours purement politique que le président nous a donné comme d'habitude et que nous devrons le dire, nous en tant qu'organisation syndicale, que cela en tout cas ne nous surprend pas parce que il l'a dit en 2011 et de 2011 à aujourd'hui, qu'est-ce qui a réellement significativement changé dans le monde enseignant? Rien du tout. En dehors des classes qu'ils ont construites, c'est vrai, il y a eu des classes, mais avant leur arrivée, il y a aussi eu des classes. Ils n'ont pas étudié en tout cas à l'air libre. Au moment où même eux-mêmes étaient à l'école, il y avait des classes. Donc aujourd'hui, réaliser des classes n'est que la suite logique de ce qu'ils ont trouvé. Pour ces syndicats, à l'épreuve des faits, son échec est patent. Récemment, nous étions sidérés d'entendre que le gouvernement de la 7e République, dont il est le patron, a pris l'initiative à travers un arrêté d'un des ministres de notre République de transférer le paiement des contractuels au niveau donc, des municipalités, au niveau des mairies. Ça sent pertinemment que les mairies, dans beaucoup de localités, ne sont que des noms. Dans ces conditions, peut-on nous dire véritablement que l'on a fait ce que personne n'avait fait? De 2011 à aujourd'hui, parce qu'il est en train de faire le lodge pour dire que ce qu'il a fait en 5 ans, les gens ne l'ont pas fait en 10 ans, en 20 ans. D'accord, en 5 ans, qu'est-ce qui a changé au monde enseignant? Que de dégrader le système éducatif nigérien. En 5 ans, le système ne fait que dégrader, ne fait que se dégrader du jour au lendemain. Et aujourd'hui, vous avez vu là où nous en sommes. Un des secteurs sociaux de base, l'éducation est à la base de tout développement dans un pays. C'est pourquoi l'acte se doit d'être joint à la parole pour que véritablement ce secteur retrouve toutes ses lettres de noblesse. À l'occasion de cette fête de l'indépendance du Niger, plusieurs associations de jeunes ont procédé ce matin à une cérémonie de plantation d'arbres dans la ceinture verte de Niamey. Objectif à restaurer la végétation dans cette ceinture verte. Le compte rendu de Nasser Dantofo et Nasser Seydou. Elles sont plusieurs associations de jeunes réunies ce 3 août pour la même cause, planter des arbres tout au long du boulevard Tanimoun dans la ceinture verte, et c'est là pour redonner à ces joyaux de la ville de Niamey en proie à plusieurs menaces de la part de l'homme son aspect d'antan et pouvoir répondre aux objectifs visés à travers cette réalisation. En tant qu'activistes de l'environnement, nous nous sommes réunis ici avec tous les camarades pour pouvoir faire le geste que nous considérons qu'un geste noble, un geste religieux et surtout encore c'est un geste citoyen et responsable. Cette ceinture, nous savons qu'elle a beaucoup, elle a contribué à nous protéger et elle doit continuer à nous protéger. Donc c'est pourquoi nous cherchons à la réhabiliter. Et surtout la réhabiliter pour que vraiment cette ceinture puisse sortir vraiment de l'appétit des vautours qui s'accaparent des terres. Ça développe également l'esprit de civisme en moment parce que certains, c'est pour la première fois qu'ils participent à une activité de plantation d'arbres pareils. Donc c'est vraiment intéressant et c'est éducatif également. Le choix des boulevards, je pense que c'est un choix politique, c'est le site officiel retenu par le ministère en charge de l'environnement pour la célébration de la fête du 3 août cette année. Donc nous n'avons pas voulu aussi disperser les efforts, donc on s'est dit qu'il faudrait aller
aller dans une logique de synergie d'action et réunir tout le monde tout au long du boulevard parce que le boulevard il est vaste de 18 km. Donc si on arrive à mobiliser tout le monde, toute la population de Niamey autour de ces boulevards, je pense que nous allons réussir à planter le nombre d'arbres qu'il faut sur les 18 km. Après la plantation de ces arbres, ces structures prendront des mesures pour assurer leur protection. Le plan de suivi, c'était dans les réflexions au niveau du comité d'organisation pour qu'il puisse y avoir des comités, des brigades de vigilance autour de la ceinture verte, autour des quartiers des communautés riveraines pour qu'eux-mêmes ils puissent vraiment s'approprier la plantation des arbres et les entretenir. Ils vont dénoncer, ils vont peut-être même prendre des gens et les mettre à la disposition des agents des eaux et forêts parce qu'ils constituent une brigade verte, une brigade civile, une brigade citoyenne pour la protection de l'environnement. Pour rappel, le 3 août a été institutionnalisé fête de l'arbre en 1975 et depuis l'occasion a été saisie par les Nigériens pour planter des arbres. Le Niger célèbre aujourd'hui le 50e anniversaire de son accession à l'indépendance, une fête couplée à la traditionnelle plantation d'arbres. Et le constat est que la célébration se fait dans les centres urbains au détriment des autres centres du pays. Plus d'explications avec le professeur Mamoudou Ishibou. La particularité de l'indépendance, c'est qu'elle n'a été véritablement célébrée qu'en ville, particulièrement à Niamey. Dans les chefs-lieux de cercle, c'est vrai, autour des commandants des cercles, les gens, les chefs traditionnels ont été réunis. Le commandant du cercle a lu son discours pour dire que le Niger accédait à l'indépendance et ça s'est arrêté là. Donc ça ne s'est pas prolongé dans les masses. Probablement qu'en faisant une fête tournante, on lui donnera le cachet particulier qu'il mérite. Mais au-delà, je pense qu'il faut aider les Nigériens, notamment la grande majorité de la population, à comprendre ce qu'est l'indépendance. Nous avons acquis une certaine liberté. Ce n'est plus le haut commissaire, ancien gouverneur, qui dirige le Niger. C'est un président de la République. Ce n'est plus un président du Conseil, c'est un président de la République. Ce sont des Nigériens qui sont aux commandes. Quelle que soit la portée de la mainmise extérieure, c'est quand même un événement important, mais il faut aller au-delà. L'indépendance octroyée doit être consacrée en indépendance réelle, et ce n'est pas à quelqu'un de venir nous la faire. Nous sommes liés par un certain nombre de pesanteurs, nous sommes liés par un certain nombre d'inerties à travers les conventions que la France a imposées avant de nous passer la main, notamment sur la question de la langue nationale, le français, qui n'est pas réglé. Nous pouvons évoluer dans le français, nous pouvons avancer dans le français, mais à moins que il faut que nous en ayons la volonté et il faut que nous ayons les moyens politiques de cette volonté. PhD Mamoudou Ishibou, que vous retrouverez plus en détail sur l'historique de l'indépendance du Niger à la fin de ce journal. Après plus d'un demi-siècle d'indépendance, bon nombre de Nigériens se posent la question encore de nos jours sur la souveraineté du pays, tant au plan social qu'économique, mais aussi politique. La rédaction de la RTL, la Niger, tente de cerner la question à travers un dossier signé Adam Ousmane. Mercredi 3 août 1960, par délégation de pouvoir que je tiens du peuple nigérien qui m'a placé à la tête de l'État, en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Ces phrases émanant de l'une des premières personnalités politiques du pays, en l'occurrence celui à qui étaient confiées les destinées du peuple nigérien souverain, ont mis du baume au cœur d'une population meurtrie par les affres de la colonisation. Cependant, plus d'un demi-siècle après cette indépendance, les Nigériens assistent impuissants à une dégradation de leur souveraineté tant sur le plan économique, culturel que celui combien important de la défense nationale. Déjà dans les années 60, en accédant à l'indépendance, on savait que l'indépendance économique, c'est une grosse bataille à mener.
mais on peut dire pour l'ensemble des pays anciennement colonisés par la France, la question de la souveraineté passe aussi par la question de la monnaie. Et on sait que nous sommes encore dans une monnaie qui est garantie, gérée par l'ancienne puissance coloniale. Et cette ancienne puissance coloniale a une influence sur le plan militaire, a une influence sur le plan économique, sur le plan culturel également. Mais donc on voit très bien que l'indépendance, si vous voulez, est globalement factice. On voit bien aujourd'hui, pas seulement au Niger, dans la plupart des pays francophones d'Afrique de l'Ouest, on voit une présence militaire très forte. On voit très bien que donc, sur le plan de la défense, on n'a pas réussi à assumer nous-mêmes nos problèmes de défense et de sécurité. Sur le plan culturel, à partir du moment où, près de 60 ans après les indépendances, nous continuons, n'est-ce pas, à avoir comme langue officielle le français, qui est une langue étrangère. Et c'est dans cette langue qu'on enseigne, c'est dans cette langue que l'administration fonctionne, etc. Ça montre aussi que, quelque part, nous ne sommes pas véritablement un pays souverain. Mais il ne peut en être autrement si les hommes politiques nigériens, dans leur quasi-totalité, ont encore l'esprit du colonisé et pensent qu'il leur faut toujours la bénédiction de l'ancienne puissance colonisatrice pour gérer l'État. Les gens qui ont dirigé ce pays-là, en tout cas pour l'essentiel, là, on peut dire que ont toujours été en phase avec la France, même s'ils n'ont pas été choisis et imposés par la France dans tous les cas. Il y a des cas où on sait que c'est trop flagrant, ils ont été pratiquement choisis, imposés. C'était le cas d'abord à l'accession à l'indépendance, où tout le monde sait dans quelles circonstances le président Jory a été imposé par l'ancienne puissance coloniale. Et évidemment, aujourd'hui, on voit bien que l'ancienne puissance est encore plus influente qu'elle ne l'était même il y a quelques années. Et pire encore, l'aspiration du peuple nigérien à une autosuffisance alimentaire se trouve de nos jours trahie par le politique. Il suffit seulement de regarder les dépenses de l'État, les dépenses publiques. Vous verrez que la part qui est réservée au développement de l'agriculture, de l'élevage, etc., tout ce qui peut nous permettre d'arriver justement à cette autosuffisance alimentaire, vous verrez que les ressources qui sont consacrées restent assez faibles. Il faut aussi reconnaître une chose, le mot autosuffisance alimentaire a pratiquement disparu des discours politiques d'ailleurs. Et ça aussi c'est important. Les gens maintenant parlent plus de sécurité alimentaire. Puis qu'on s'est soumis aux institutions financières internationales, et les institutions financières internationales nous ont dit non, c'est pas réaliste de chercher l'autosuffisance alimentaire. On doit se contenter de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire on n'a pas à chercher à produire nous-mêmes toute la nourriture dont nous avons besoin. On devait se préoccuper d'avoir les moyens aux besoins de l'acheter chez les voisins ou ailleurs. Ainsi, près de 2 générations après l'accession à la souveraineté nationale, le peuple nigérien reste encore pessimiste relativement à son indépendance. Même s'il faut reconnaître que sur l'initiative de certains de ses leaders politiques, cet événement est mis à profit pour lutter efficacement contre la désertification du pays à travers la plantation des arbres. La grève de 48 heures que compte observer le Saint-Famed à partir de demain, jeudi 4 août, se tiendra en dépit de l'assignation à référé du ministère de la Santé publique. Explication dans ce reportage signé Ousmane Sidikou et Halidou Bourema. Rien ne semble arrêter le Saint-Famed, syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes, pour l'observation de la grève de 48 heures à partir de ce jeudi 4 août 2016. Ce n'est pas l'assignation à référé qui va les désarmer. Le verdict est tombé, effectivement, le juge évidemment a déclaré notre grève légale et dit que c'est pas au juge effectivement de déclarer la légitimité, voilà l'ordonnance. Il dit qu'effectivement le Saint-Famed est bien, la grève du Saint-Famed est bien et bien légale et qu'effectivement, n'est-ce pas, la grève pourra projeter par le Saint-Famed et c'est pas au juge d'apprécier les motivations d'une grève pour décider de sa légalité. Une démarche que ces syndicats est loin d'apprécier.
prouve d'une mauvaise volonté de leur ministère de tutelle. Ce qu'il faut déplorer dans ce sens, c'est qu'évidemment, les autorités, au lieu effectivement de s'atteler à trouver effectivement une solution à ces problèmes dont nous estimons juste, ce que nous revendiquons, je pense que ce n'est pas grand-chose. C'est nos camarades qui ont été effectivement licenciés de manière invisible selon nous. On n'a pas demandé à ce que tous les camarades qui ont été licenciés soient réhabilités, mais il y a effectivement des irrégularités, il y a des anomalies, il y a des gens qui sont dans les normes, qui ont été licenciés, notamment ceux qui ont regagné leur poste dans les délais fixés par lui-même le ministre de la Santé, et des gens qui sont régulièrement à leur poste, qui sont assidus comme l'a certifié leur supérieur hiérarchique, mais ces gens ont été licenciés. C'est cela qu'on demande effectivement à ce que leur tort soit corrigé. Situation pourtant évitable au regard du besoin crucial du personnel, surtout au lendemain de la réception d'une infrastructure qui en sollicitera davantage. En 1960, à l'indépendance du pays, nos parents, ils ont été soignés par des coopérants. Imaginez, c'est pas du ridicule au XXIe siècle, en 2016, que aussi nous sommes soignés par des coopérants. Pourtant, nous avons la substance grise. Qu'est-ce que ça s'appelle substance grise? Nous avons des jeunes médecins qui ne demandent à l'autorisation d'aller se spécialiser. Mais ces pays, dès que tu dis tu vas aller te spécialiser, on te révoque de la fonction publique. Alors, où va ces pays? Moi, je pense que les gens se doivent effectivement revenir sur terre et regarder dans la même direction pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt effectivement de la population du Niger, et essayer effectivement de se désillusionner pour évidemment tous nous partions dans le même sens. Cette grève du Saint-Famed vient paralyser le secteur de la santé déjà axifié par les grèves perlées des médecins spécialistes. Chose de nature à davantage faire payer ce lourd tribut aux populations durement éprouvées. Les médecins spécialistes étaient face à la presse cet après-midi. Objectif à éclairer davantage les Nigériens sur les vrais motifs de la construction de l'hôpital général de référence de Kwarategi. Le compte-rendu de Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. Réceptionné il y a 24 heures seulement, l'hôpital général de référence suscite déjà des réactions. Le syndicat des médecins spécialistes dévoile le non-dit de cet important centre hospitalier. Dans un premier temps, on était très content d'apprendre que le Niger va construire un hôpital de référence. Parce qu'on se disait qu'une partie de notre revendication sera traitée. On allait prendre en charge de façon conséquente nos parents malades et qu'on va mettre un terme aux évacuations intempestives vers le Maroc, la Tunisie, etc., ou vers l'Europe. Mais, quelle ne fut notre surprise ? Le mardi dernier, on a appris que cet hôpital a été réceptionné et qu'en fait, c'est un hôpital entièrement financé par les Chinois et que ça sera en cogestion avec ces Chinois. Et mieux, qu'on va faire venir d'autres spécialistes, à savoir des Cubains, des Turcs et des Chinois pour offrir les soins de qualité à nos populations. C'est consternant. C'est désolant et cela constitue un grand bond en arrière. Vous vous souvenez, dans un passé récent, la majorité des hôpitaux nigériens faisaient appel à des expatriés pour offrir les soins pointus. Mais depuis un certain temps, des Nigériens se sont battus. Ils se sont formés, ils se sont spécialisés pour faire ce travail dans les meilleures conditions, parce que celui dont tu connais sa langue, celui dont vous connaissez, l'administration des soins est beaucoup plus simple. On a l'expérience des Cubains, on sait comment ça s'est terminé au cours des années 99. Pour le syndicat des médecins spécialistes, les citoyens à faible revenu ne devraient même pas espérer se faire soigner en cas de maladie dans cet hôpital, car il est construit en faveur des plus nantis. Nous tenons à rappeler aux décideurs que nulle part au monde, il n'y a pas une seule nation qui s'est construite sur la base en s'appuyant sur des expatriés. Le développement, c'est toujours l'affaire des nationaux. Donc, ces médecins spécialistes nigériens qui sont là, qui ont les compétences, on est obligé de les mettre en avant dans ce schéma pour atteindre les objectifs visés. Ceux qui viennent s'installer, vous le comprenez très bien, c'est beaucoup plus à des visées de profit. Aujourd'hui, la réalisation de cet hôpital, nous le mettons beaucoup plus dans le cadre d'une intelligence assez importante des Chinois dans le cadre de la recherche des profits que dans le cadre d'un « je suis sauveur » qui est là, venu nous sauver.
Ces Chinois ont compris que les Nigériens passent tout leur temps à évacuer les malades vers le Maghreb ou vers l'Europe. Donc c'est l'argent qui partait dans ces pays-là. Et ces Chinois, très intelligents qu'ils sont, ils ont choisi l'option de venir s'installer sur place. Ainsi, ça leur permettra de cueillir le maximum de fruits et sans beaucoup d'efforts. Les médecins spécialistes au nombre de 200 sont derrière le gouvernement qui fait sourde oreille face à leurs revendications. En effet, depuis plus de 2 ans, les médecins spécialistes ont observé plusieurs mouvements de grève pour exiger la prise en charge de leur prime de spécialisation estimée à environ 17 millions de francs CFA par mois. Autre aspect de ce journal, Niger, un examen de conscience. C'est l'intitulé d'un nouvel ouvrage qui vient de faire sa parution dans le paysage littéraire nigérien. Il s'agit d'une œuvre d'un compatriote doctorant en droit public à l'université de Toulon, Amadou Adamou Bachirou. Le vernissage de ce nouveau livre qui se veut le reflet d'une triste réalité qui perdure et conduit au déclin de notre société a eu lieu ce matin au siège du Sénat en présence de plusieurs invités, dont nos reporters Michel Deji et Aboubakar Souley. Élaboré en 162 pages, Niger, un examen de conscience est un essai à travers lequel l'auteur partage ses convictions politiques et idéologiques sur tous les maux qui gangrènent et freinent le progrès du peuple nigérien de l'indépendance à nos jours, en passant par la conférence nationale souveraine qui n'a jusque-là pas pu aboutir à une alternance politique, déplore-t-il, en faisant de la justice un dernier maillon de rempart social. Donc le parquet, aujourd'hui, on peut, pourquoi pas, prendre le système anglo-saxon où le magistrat du parquet est élu, le procureur est une autorité élue, de façon à ce qu'il puisse tout de suite se sentir véritablement avocat de la société. Mais lorsque c'est un ministre de la Justice qui est le président, le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature et le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, donc en quelque sorte, déjà là nous avons un organe politique. Parce que c'est un système de pression qui peut être exercé sur les magistrats, dès lors que c'est cet organe qui décide de la mutation des magistrats. Donc lorsqu'on réussira à créer les conditions de cette réforme pour permettre par exemple aux magistrats de créer une forme de grille, et c'est une grille de notation qui permet aux magistrats de franchir, d'escalader les échelons sans qu'il y ait besoin d'aller taper à une porte pour demander une promotion. Je pense qu'en cela, on pourrait en fait espérer vraiment garantir une certaine indépendance judiciaire. Une présentation qui a suscité un grand intérêt du côté des participants qui ont eu à saluer l'audace de l'auteur et apporter des contributions à l'enrichissement du débat. Vous-même, vous avez écrit quelque chose d'attractif, brillant. Moi, je dis le premier pas à faire, c'est d'aller dans votre corps de la justice. Nous avons tous peur de dire qu'on n'a pas confiance à la justice. Mais on n'a pas confiance à la justice. On n'en a pas confiance, mais on n'ose pas le dire. Parce qu'on sait qu'on peut se retrouver devant le juge et il va sortir sa cravate. Et c'est pour cela qu'on n'ose pas le dire. Mais on n'a pas confiance à la justice. Tout le monde a peur. Et tout le monde va sombrer si on a peur. Et il faut des gens pour nous éclairer. Aujourd'hui, c'est peut-être cette coïncidence, je pense, qui va être salutaire parce qu'elle permettra de poser les vrais débats. Aujourd'hui, si un ministre est corrompu, pourquoi il est? Parce que dans son village, lorsqu'on nomme un ministre, chacun pense qu'il doit venir à l'aide. Donc, je pense qu'au-delà de nous, acteurs politiques, il faut que les Nigériens se posent la question de savoir est-ce que nous, citoyens, ne sommes pas à la base des tâches de nos dirigeants. S'il y a moyen de le traduire ce document-là en langue nationale, je pense qu'il faut le faire. C'est un ouvrage de critique, mais seulement une critique dans le sens positif, où chaque citoyen doit s'interpeller à lui-même. Aujourd'hui, cet ouvrage il sera en vente à 10 000 francs à la librairie, à la maison du livre, derrière le lycée Issaberi, sous le nouveau goudron qui va à la nouvelle cité Hamac, notamment qui va chez l'ancienne résidence donc, du président de la République. Selon l'auteur de l'ouvrage, l'avenir du pays paraît fort sombre si les acteurs politiques, tous bords confondus,
ne cessent de s'accuser mutuellement pour promouvoir un nouvel avenir qui passe nécessairement par le don de soi et l'amour de la patrie, avec une jeunesse bien instruite, consciente, engagée et patriote, appelée à relever des grands défis. L'association sportive des forces armées nigériennes ASFAN a célébré hier son titre de champion national du Niger. C'était au cercle mess de Niamey en présence du ministre de la Défense nationale, du chef d'état-major des armées et de plusieurs invités. Le compte-rendu de Ibrahim Tikire. Un sacre, ça se fête en famille. C'est dans cet esprit que joueurs, encadreurs, supporters, dirigeants de l'ASFAN se sont retrouvés pour célébrer le titre de champion national du Niger 2016. Parmi les invités, le ministre de la Défense nationale, Hassoumi Massaoudou, et la hiérarchie militaire à qui le président de l'ASFAN a demandé l'augmentation d'une subvention additionnelle pour mieux préparer la campagne africaine en vue. Aujourd'hui, notre défi à court terme est la préparation de l'équipe de football en vue de sa participation aux compétitions continentales. En effet, le sacre en championnat national ouvre la voie en Ligue des champions africaine dès l'entame de la saison prochaine pour l'ASFAN. Et l'ASFAN se doit de porter haut les couleurs nationales. Pour cela, un soutien financier exceptionnel sera nécessaire de la part des autorités pour offrir à l'équipe de meilleures chances, comme ce fut le cas en 2010. Avec un parcours sans faute, l'ASFAN a mérité son titre de champion national du Niger. Le président de la section football des Bérets Verts a dédié ce sacre aux militaires actuellement sur le front. Il s'agissait également pour nous de rendre hommage à tous les militaires, à tous les agents des forces de défense et de sécurité qui sont tombés sur les théâtres d'opération ici au Niger et à l'extérieur au service de la paix. Ce titre de champion 2016 leur est dédié. Vous savez que les compétitions internationales nécessitent beaucoup de moyens. Et je saisis donc cette occasion pour lancer un appel. Un appel d'abord en direction des autorités pour que l'ASFAN et le futur vainqueur de la Coupe nationale puissent être soutenus financièrement, pour que nous puissions avoir une préparation adéquate, pour que nous puissions acheter de grands joueurs pour aller en compétition internationale. Quant au ministre de la Défense nationale, il a réitéré ses félicitations aux joueurs et au staff technique. Un titre qui fait honneur à la grande muette. Le clou de la réception a été la remise de cadeaux au ministre Hassoumi Massaoudou, au chef d'état-major des armées et une photo de famille. Avec ce sacre, l'ASFAN représentera le Niger l'année prochaine à la Ligue des champions. Pour rappel, l'ASFAN reste encore le seul club nigérien qui a réalisé un parcours historique en Coupe de la Confédération. Comme annoncé, place à présent à la partie magazine consacrée à l'entretien que nous a accordé PhD Mamoudou Jibo sur l'historique de la proclamation de l'indépendance du Niger le 3 août 1960. Très bonne réception. Le premier bilan, c'est de constater un glissement négatif de la mesure où le 3 août est pour le Niger, quelle que soit la nature de cette indépendance, la date anniversaire de l'accession à l'indépendance, 3 août 1960. Quel que soit le passif qu'on veut coller à l'événement, compte tenu de la nature de cette indépendance et des conditions dans lesquelles elle a été octroyée, c'est un moment de notre passé que nous devons assumer, valoriser positivement. Mais malheureusement, avec le coup d'État du 15 avril 1974, le colonel Koundé trouvait mal de commémorer un événement qui met en vedette le régime qu'il a évincé. Et de cette façon, il a voulu supprimer la commémoration du 3 août
pour la remplacer par la fête de l'arbre. Ce qui est un non-sens, parce que compte tenu de la particularité géographique du Niger, tous les jours de l'année sont des jours de la fête de l'arbre. Les Nigériens doivent être sensibilisés à planter des arbres tous les jours, à les entretenir tous les jours. On ne peut pas, même si on veut fêter l'arbre, on ne peut pas effacer cet événement que constitue le 3 août 1960. Mais malheureusement, il a été effacé et tous les régimes qui ont suivi Kounché ont embarqué dans cette logique. Et je trouve que c'est une façon de nier le passé. J'appelle ça tout simplement du négationnisme. Ce qui me paraît important en termes de perspective, c'est qu'hier j'ai écouté le chef de l'État dans son message à la nation qui a dit qu'à l'avenir, la fête du 3 août sera tournante comme le 18 décembre. Ce qui signifie qu'on va lui donner un caractère particulier également en région. Parce que la particularité de l'indépendance, c'est qu'elle n'a été véritablement célébrée qu'en ville, particulièrement à Niamey. Dans les chefs-lieux de cercle, c'est vrai, autour des commandants des cercles, les gens, les chefs traditionnels ont été réunis. Le commandant du cercle a lu son discours pour dire que le Niger accédait à l'indépendance et ça s'est arrêté là. Donc ça ne s'est pas prolongé dans les masses. Probablement, qu'en faisant une fête tournante, on lui donnera le cachet particulier qu'il mérite. Mais au-delà, je pense qu'il faut aider les Nigériens, notamment la grande majorité de la population, à comprendre ce qu'est l'indépendance. Nous avons acquis une certaine liberté. Ce n'est plus le haut commissaire, ancien gouverneur, qui dirige le Niger, c'est un président de la République, ce n'est plus un président du Conseil, c'est un président de la République. Ce sont des Nigériens qui sont aux commandes, quelle que soit la portée de la mainmise extérieure. C'est quand même un événement important, mais il faut aller au-delà. L'indépendance octroyée doit être consacrée en indépendance réelle, et ce n'est pas à quelqu'un de venir nous la faire. Nous sommes liés par un certain nombre de pesanteurs, nous sommes liés par un certain nombre d'inerties à travers les conventions que la France a imposées avant de nous passer la main, notamment sur la question de la langue nationale, le français, qui n'est pas réglé. Nous pouvons évoluer dans le français, nous pouvons avancer dans le français, mais à moins que il faut que nous en ayons la volonté et il faut que nous ayons les moyens politiques de cette volonté. Il y a le franc CFA. Aucune étude n'a été faite pour expliquer aux populations ce que nos pays payent pour la France, pour être dans le franc CFA. Et Dieu seul sait ce que nous perdons dans ce cas. Et la France ne pourra jamais nous laisser librement partir comme ça. Et même quand les pays de la CEDEAO mandatent certains chefs d'État pour envisager la perspective d'une monnaie commune à la CEDEAO, je trouve que, je ne suis pas pessimiste de nature, mais je trouve que il y aura beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Il y a cette question des renseignements judiciaires, des renseignements fiscaux, même s'ils ont été plus ou moins atténués, ils demeurent. Donc à distance, la France contrôle encore nos dispositifs juridiques, nos dispositifs fiscaux. Il y a toutes ces conventions sur les mines et les matières premières stratégiques. Aujourd'hui, nous avons la prétention que nous avons l'uranium, mais l'uranium ne nous appartient pas. Même le pétrole, sans la hardiesse de Tanja, on n'aurait pas exploité. Et tant que l'indépendance, en pleine indépendance, c'est l'acheteur qui fixera les prix et les conditions d'exploitation, d'abord les minerais qu'il faudra exploiter, quand
Et comment? C'est l'acheteur qui va fixer le prix. Notre indépendance ne sera que fictive. Or, nos pays ont-ils seulement les moyens de s'affranchir de cette tutelle qui s'inscrit dans la logique postcoloniale française prévue par François Mitterrand de partir pour mieux rester? Seuls les esclaves qui décident de s'affranchir réussissent à s'affranchir. C'est à nous de choisir le moment, de nous donner la volonté de nous affranchir. C'est à nous de nous assumer. C'est vrai, nos chefs d'État craignent à juste titre parfois. Sankara l'a appris à ses dépens. Djibo-Bakary avant lui. Quand on veut affirmer la personnalité africaine, quand on veut affirmer la souveraineté nationale, on bute à des intérêts multiformes qui finissent par avoir raison compte tenu de tout ce qui a été mis en place. Mais je pense que quand on détache un esclave et qu'il continue à tourner autour de sa corde, c'est qu'il a envie de rester encore esclave. C'est à lui de s'assumer. Et je pense que la première façon de nous affranchir, c'est de réussir notre tournant démocratique. Notre démocratie en construction, elle connaît des hésitations, elle connaît des pannes. Parfois nous trébuchons, parfois nous est même arrivé de tomber avec les coups d'État qui ont interrompu le processus. Mais je pense qu'avec un effort, si nous arrivons à prolonger les valeurs démocratiques de la masse, probablement que ça va outiller suffisamment, ça va donner une certaine carapace à nos dirigeants politiques pour qu'ils puissent lever la tête et parler les yeux dans les yeux à ceux qui continuent à nous dominer à distance. Je pense que aucun pays ne peut réussir à s'affranchir si il ne s'en donne pas la volonté. Et cette volonté, c'est d'abord de décider de ses propres choix et orientations. C'est d'abord de savoir ce qu'il veut pour son peuple et de savoir que son peuple est derrière lui. Or, tant qu'il continue à avoir des bisbilles comme aujourd'hui nous en connaissons dans la plupart de nos pays, il est difficile de faire, je ne dirais pas l'unanimité, mais au moins de faire la grande adhésion autour des leaders pour les protéger. Aujourd'hui, pour s'affranchir de la tutelle française, n'ayons pas peur de le dire, il faut d'abord que nous réussissions à construire une nation. Et la construction nationale, elle passe par l'éducation civique d'abord. Apprendre aux Nigériens tout ce qui nous a unis, tout ce qui nous unit, et Dieu sait qu'il y en a plein. Apprendre aux Nigériens cette volonté à vouloir rester ensemble pour continuer à faire beaucoup d'autres choses ensemble. Cela va amener les Nigériens à intérioriser cette conscience nationale et à la cultiver, au lieu de penser en région. Moi, je suis de Tilbury, moi, je suis de Zender, moi, je suis de Tawa. Tel parti, le leader est de Zender, le leader est de Tawa, le leader est de Tilbury. Voilà la réalité du Niger. Et les dernières élections ont montré, même si on ne veut pas le dire, ont montré le poids de la crise ethnique. Le poids extrêmement grave de délabrement du tissu social qui peut conduire à des dérives. Et je pense qu'on ne peut pas se dresser face aux tuteurs français si on n'arrive pas à faire l'unité entre nous. Si on n'arrive pas à dépasser nos étroites barrières ethniques et linguistiques. Il faut d'abord que nous réussissions ce pari. C'est quand on l'aura réussi, avec l'enracinement de la démocratie, que nous pouvons être sûrs que le peuple est uni derrière ses dirigeants et que ces dirigeants peuvent réclamer tout ce qu'ils veulent en face de n'importe qui, peuvent regarder n'importe qui en face pour parler, défendre les intérêts du Niger. Aujourd'hui, finalement,
beaucoup de choses, on voit juste dans les journaux que tel ministre a signé ceci, tel ministre a signé tel accord. Il n'y a pas d'explication. Donc il ne peut pas avoir l'adhésion. Or, la démarche pour réussir l'affranchissement, c'est d'abord l'éducation civique. Elle doit commencer à l'école et doit se prolonger dans les langues à destination des populations. Mais malheureusement, quand vous regardez le pays, la nation, la République, le peuple, dans aucune de nos langues nationales, en dehors de l'arabe, qui a le mot Jamouria, ces notions sont abstraites, inexistantes. En Hausa, par exemple, le pays, on dit Kassa. En Zarma, on dit Lebou. Or, le sable, c'est Kassa, c'est Lebou. Le canton, c'est Kassa, c'est Lebou. Où est-ce qu'on va? On n'arrive pas à faire l'effort de dépasser le carcan colonial pour avoir des mots typiquement nationaux pour traduire nos réalités et les réalités de l'ambiance des relations politiques internationales. Cela peut permettre au peuple de mieux comprendre la marche du monde, de mieux comprendre la position du Niger dans le monde et de mieux soutenir ses dirigeants. Mais il faut d'abord que ces dirigeants aient cette ferme volonté de faire la nation nigérienne, de construire la nation nigérienne. Je suis désolé, elle n'existe pas. Les dernières élections l'ont prouvé. Ce n'est pas la peine de continuer à faire la politique de l'autruche pour croire qu'il existe une nation nigérienne, alors que nous voyons sur les réseaux sociaux, quand on ne parle pas d'énergie de l'Ouest, on parle de Damagarajida, on parle de Dif Blendé. C'est quoi ça? Il faut que les responsables politiques s'assument. La fuite en avant n'est pas une attitude responsable.